Je vais commencer par énumérer les 8 prémices qui permettent aujourd'hui à ce qu'on puisse penser la remédiation cognitive et la mettre en pratique. Alors la première chose, c'est celle de la variabilité interindividuelle. La variabilité interindividuelle, c'est une donnée qui émane du vivant. Le vivant varie tout le temps. C'est-à-dire que la variation existe pour les formes vivantes, elle existe sur le plan morphologique, mais elle existe aussi sur le plan cognitif. Et on ne peut penser la question de la remédiation et penser les difficultés cognitives de nos enfants si on oublie cette notion de variabilité. Accepter la variabilité, donc accepter l'existence de styles cognitifs individuels qui sont idiosyncrasiques, donc spécifiques pour chaque enfant, c'est là un des fondements de la remédiation cognitive, c'est-à-dire l'adaptation au style de l'enfant. Alors, le deuxième prémisse, c'est que sur cette variabilité interindividuelle, il existe un deuxième type de variation qui est celui-là de la pathologie. Il existe des troubles d'apprentissage, il existe des troubles de la cognition qui ne sont pas le reflet de la variabilité, mais qui sont liés à un facteur externe. Alors, ça peut être un facteur endogène, c'est-à-dire un facteur lésionnel, un enfant qui a des désordres cérébraux à minima liés à un accouchement difficile, à une anoxie qui a duré très très longtemps, il aura des troubles d'apprentissage. Le cortex est altéré, une lésion. Et puis il peut y avoir des troubles endogènes qui sont d'un autre ordre, qui sont d'ordre psychique. Les conflits psychiques, ça existe. L'inconscient et les conflits liés à l'appareil psychique existent et peuvent impacter les processus d'apprentissage. Là, on est dans une dynamique de troubles psychodynamiques. Et puis, il peut y avoir aussi des facteurs environnementaux qui peuvent jouer sur ces troubles d'apprentissage. Des facteurs culturels, des facteurs sociaux. Tous ces facteurs-là vont interférer de façon complexe pour impacter le développement cognitif et générer donc des troubles qui sont en fait là un écart à la variabilité. Alors, le troisième point, c'est que le développement cognitif, ce n'est pas un processus statique, c'est un processus dynamique. Donc la meilleure des métaphores, en tout cas moi celle que j'utilise, c'est celle d'une trajectoire. Le développement cognitif suit une trajectoire. Qu'est-ce que c'est qu'une trajectoire ? Eh bien, une trajectoire, c'est une flèche orientée vers un but qui est en fait l'achèvement du développement cognitif, même s'il n'est que tangentiel, puisque nous nous développons cognitivement jusqu'à la fin de nos jours, parfois avec des régressions, mais aussi avec des progressions, y compris dans l'extrême vieillesse. Et puis, elle a un germe, et ce germe, qui est en partie génétique, acceptons la part génétique qui est en nous, mais en partie seulement, puisqu'il y a des facteurs environnementaux précoces qui jouent sur ces trajectoires de développement. La question d'une trajectoire, d'un germe de trajectoire, c'est que quand une trajectoire est lancée, elle est difficilement modifiable. Et alors, c'est un impact direct sur les remédiations, c'est-à-dire que les remédiations ne cherchent pas à changer complètement un enfant, à le mettre sur une autre trajectoire. Elles cherchent d'abord à comprendre sur quelle trajectoire de développement il est, et puis ensuite l'infléchir vers une meilleure adaptabilité. Quatrième point, alors on y a beaucoup insisté, mais ce que c'est un fait, c'est la grande différence qu'il y a entre contenu d'un apprentissage et contenant nécessaire à l'acquisition de ces apprentissages. Alors, ça existe depuis Bion, ça existe de Gibello, Bernard Douay, enfin là, il y a toute une lignée de chercheurs rhétoriciens qui mettent bien l'accent sur cette différence. Et c'est vrai que les remédiations, par définition, ne jouent pas sur les contenus d'apprentissage, mais jouent sur les dimensions qui sont nécessaires à cet apprentissage. Alors, cinquième point, c'est celui de la nécessité du regard clinique dans les remédiations. Les remédiations, ce n'est pas un acte technique. Moi, je pense qu'il ne faut pas utiliser le terme de technique ni de méthode quand on utilise la notion de remédiation. On met l'enfant dans un environnement dans lequel on va essayer de l'aider à infléchir ses trajectoires de développement dans un sens d'une meilleure adaptabilité. Et là, le regard clinique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un regard clinique ? C'est-à-dire que c'est un regard qui met de côté justement la question des normes. Et là, pour les professionnels travaillant dans le champ de l'éducation, c'est important, parce qu'il y a une grande différence entre avoir une représentation de la normativité et un regard clinique qui accepte comme l'idiosyncrasie de chaque sujet. C'est-à-dire que chaque sujet est complètement différent dans ses processus de pensée. Et donc là, le regard clinique du professionnel qui engage la remédiation est extrêmement important. Sixième point, c'est qu'il ne peut y avoir de remédiation sans la prise en compte de la fonction princeps, qui est l'attention.
il est compréhensible que nous assistions aujourd'hui à beaucoup d'enfants présentant des troubles de l'attention, puisque c'est la fonction la plus élevée dans l'échelle des opérations cognitives, et c'est celle qui est, elle, la plus fragile, parce qu'elle est aussi la plus complexe. Septième point, c'est la question du narcissisme. Alors, l'estime de soi, on parle d'estime de soi parce que c'est un concept psychologique. Moi, je suis de formation psychanalytique et je préfère aller directement au cœur de la chose et pas tricher avec les mots. C'est la question du narcissisme. Il ne peut y avoir de pensée et d'apprentissage sans un certain amour de soi. Et ce qu'on voit bien, quand vous blessez narcissiquement un enfant en lui faisant une remarque, il perd son apprentissage. Il n'a plus envie d'apprendre. Ce n'est pas uniquement une question de motivation, c'est-à-dire que là, c'est une question de l'engagement du narcissisme dans les opérations cognitives. Alors le huitième point, c'est le concept de néothénie. Alors, le concept de néothénie, c'est encore un concept qui est issu de la biologie de l'évolution. Ça veut dire que nous sommes des êtres incomplets, gravement incomplets, mais que nous pallions à notre incomplétude par la technologie. Donc la technologie, ça commence avec le chopper de l'homme de Néandertal qui casse un silex avec un autre silex. Et ça va jusqu'au microprocesseur aujourd'hui. Non seulement il est légitime, il est indispensable d'utiliser pour les remédiations les outils technologiques, puisque ce sont ceux qui sont dans le prolongement actuel de l'évolution humaine. Alors, tout ceci, ça nous amène donc à ma définition à moi de ce que c'est qu'une remédiation cognitive. C'est la mise en situation de l'exercice de la pensée du patient dans un environnement artificiel, virtuel, bien évidemment, conçu pour le déploiement, par contre, le plus naturel possible de son style individuel. Quand on essaye de lister ou de travailler sur les fonctions cognitives en dehors de leur environnement d'exécution, on crée des monstres qui sont des monstres qui n'existent pas, parce qu'il y a un couplage entre l'environnement et la fonction cognitive. Donc, mettre les enfants face à des environnements virtuels dans lesquels s'exerce la cognition, c'est le mettre dans des conditions écologiques d'exercice de la pensée, et c'est là où on a une possibilité de remédiation.